Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être aussi nombreux pour assister à cette table ronde sur la mobilité et plus précisément sur comment connecter la mobilité. Ce thème englobe plusieurs points. Connecter la mobilité, c'est avant tout développer une offre multimodale imbriquant les différents modes de transport, notamment les modes de transport classiques avec les nouveaux modes alternatifs comme la voiture en libre service, le vélo en libre service, le covoiturage, etc. Cette multimodalité est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur de nouvelles technologies et celles-ci permettent effectivement de combiner facilement les modes de transport. Connecter la mobilité, c'est aussi tous les services délivrés aux voyageurs qu'apporte l'utilisation des smartphones, des tablettes, en termes d'information aux voyageurs, de calcul d'itinéraire, etc. Et qui permettent aux opérateurs d'avoir une meilleure connaissance des usagers et de pouvoir ainsi optimiser les moyens de transport dans une logique d'efficacité énergétique. La question environnementale est en effet au cœur du sujet. Et connecter la mobilité, c'est aussi connecter la mobilité à des sources d'énergie plus propres. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Frémont, ici, directeur de marché collectivité territoriale et solidarité d'EDF. Patrick Gatelier, à la troisième position, responsable des programmes Smart Mobility au sein du centre de recherche de Thales. Étienne Guyot, préfet et directeur général de la CCI Île-de-France. Alain Krakowicz, au fond, directeur de SNCF Transilien. Et Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris, juste à ma gauche. Alain Krakowicz, donc vous êtes au fond, je vais commencer par vous. Connecter la mobilité, c'est un peu devenu le credo de la SNCF, puisque votre objectif aujourd'hui n'est plus seulement de transporter le passager de gare à gare, mais aussi de porte à porte. Pouvez-vous nous expliquer votre stratégie de transport de porte à porte? Comment se concrétise-t-elle sur le terrain? Bonjour à tous. On va avoir une petite difficulté parce que le micro n'est pas vraiment connecté. Voilà. Mais on va y arriver. Là, c'est étonnant qu'on ait des micros filaires dans ce. Mais bon. Oui, au moins ça marche. Voilà. Bon. Pour la SNCF, la stratégie, c'est de devenir un véritable opérateur de mobilité intégrée. Et ça veut dire mieux imbriquer tous les modes d'approche à ce qu'on appelle le mode ferré, c'est-à-dire le ferroviaire, le mode lourd, en tenant compte des nouvelles mobilités qui émergent, et je pense évidemment au covoiturage, à l'autopartage, mais aussi au vélo, et on y reviendra. Cela doit permettre aux clients de choisir l'alternative de transport qui est la plus adaptée à ses besoins, à son mode de vie, mais même à la limite à la période de la journée dans laquelle il se trouve. Et la technologie digitale, elle nous aide évidemment à réinventer cette multimodalité. C'est ce qu'on appelle l'approche porte-à-porte, mais c'est ce que j'ai même encore plus envie d'appeler la mobilité personnalisée, la personnalisation du service. Et pour un transporteur tel que la SNCF, dont la vocation c'est de faire du mass transit, de transporter des foules, de se dire qu'au sein de ces foules, il doit pouvoir traiter de façon personnalisée chacun des voyageurs, parce que chacun des voyageurs a évidemment ses particularités, c'est un challenge qui est pour nous absolument majeur. Et donc, intégrer toutes ces mobilités, ça veut dire inventer l'approche de la gare. Mais ça veut dire aussi, aujourd'hui, inventer d'autres modes de transport, et je pense par exemple au covoiturage de proximité. Le covoiturage de proximité en tant que tel n'existe pas, et on va le créer, on va le proposer dans les semaines qui viennent, et ça permettra de rejoindre évidemment la gare, c'est évidemment l'idée, mais aussi de désengorger un certain nombre d'axes routiers, et aussi d'être une solution alternative à des situations dans lesquelles se trouvent nos usagers quand il y a des travaux, et que donc ils ne peuvent pas prendre le train. Et donc proposer un covoiturage de proximité, ça peut être une autre solution. Donc, globalement, notre travail, ça va être d'aménager les gares pour que, au-delà du covoiturage, les modes doux, le vélo, mais aussi l'autopartage, puissent s'intégrer dans cette gare. D'accord. Concrètement, donc les gares vont devenir des sortes de hubs
comment vous allez les adapter concrètement à ces nouveaux modes de transport Alors partout, on voit effectivement dans nos gares fleurir ces nouvelles technologies. J'ai parlé du covoiturage, j'ai parlé de l'autopartage. Le vélo a gagné 17% en 2014 par rapport à 2013, et on doit donc adapter nos infrastructures. Ces hubs dont vous parlez, ça veut dire concrètement que la gare doit permettre d'accueillir ces vélos, elle doit accueillir ces solutions de covoiturage, ça veut dire aménager nos parkings, ça veut dire pouvoir permettre aux gens qui ont des vélos de réparer ces vélos sur place, ça veut dire leur permettre de louer d'autres vélos, et donc ça veut dire complètement réaménager nos espaces pour que ce soit effectivement des hubs. Mais je pense que ça ne doit pas s'arrêter là. Notre volonté sur cette mobilité intégrée, cette mobilité intelligente, c'est aussi de travailler énormément avec les entreprises, de façon à, par exemple, et on vient de le lancer avec les entreprises de la Plaine il y a quelques jours, de moduler les horaires de travail de façon à désaturer un certain nombre d'axes. Parce que, évidemment, on a tout intérêt à ce que tout le monde n'arrive pas au travail à la même heure. Mais c'est aussi, et là peut paraître un paradoxe pour une entreprise de transport, travailler sur ce que j'appelle la mobilité évitée. La mobilité évitée pour nous, c'est de se dire, on a des espaces en gare qui ne sont pas utilisés, qui pourraient être des espaces de travail. Dans le jargon, on appelle ça des tiers-lieux, j'aime pas tellement ce terme, mais ça veut dire aussi du coworking, et permettre aux usagers de venir travailler en gare, d'utiliser de façon très simple, dans toutes nos gares, on a très souvent, dans beaucoup de gares en Île-de-France, des logements qui ne sont plus utilisés depuis longtemps, et de permettre à des entreprises de pouvoir s'installer. Et puis, il y a, dans le cadre de cette mobilité évitée, aussi un concept qui m'est cher. Aujourd'hui, beaucoup de nos voyageurs font ce que j'appelle un parcours en Z. Ils partent de chez eux, ils vont à la crèche, ils passent ensuite à la poste rechercher un colis, puis enfin ils arrivent à la gare. Si on peut leur permettre, grâce à un certain nombre d'outils, d'aller directement de chez eux à la gare, et à la gare d'y trouver la crèche, et d'y trouver la conciergerie ou les colis qui lui permettent d'éviter ce parcours en Z, on lui aura énormément facilité la vie. Alain Klakovic, connecter la mobilité, c'est donc apporter via l'usage du smartphone ou des tablettes la création de nouvelles applications, de nouveaux services. Jusqu'où peut-on aller dans ces nouveaux services, justement? J'espère qu'on ne le sait pas. On a lancé depuis maintenant un an des démarches extrêmement ambitieuses au niveau de la SNCF en open innovation. On a créé ce qu'on a appelé des hackathons, des hack days, pour permettre à des startups d'utiliser les datas qu'on a mis en open data. Et concrètement, ça nous a permis d'animer tout un écosystème à la fois interne et externe pour justement créer de la valeur sur ces notions de mobilité. Et juste quelques exemples. On a créé l'année dernière une application qui s'appelle Tranquillien, qui est basée sur du crowdsourcing et qui permet aujourd'hui à un voyageur de pouvoir anticiper sur le train qu'il va prendre parce qu'il saura que ce train est plus chargé que d'autres, et sur la voiture même dans ce train qu'il va prendre parce qu'il saura que c'est là où il y a le plus de monde. On a également mis en place une application qui s'appelle TransSignal, et qui permet, aujourd'hui en interne, mais demain en externe, aux agents de signaler tout dysfonctionnement dans un train ou dans une gare. Et puis il y a encore des choses même encore plus simples. Quand on se dit que l'attente première, on le sait, d'un voyageur, c'est la régularité, et c'est normal. Aujourd'hui, il y a une énorme frustration parce qu'on raisonne en moyenne. On va vous dire, il y a 92% de régularité sur telle ligne. Mais le voyageur, la moyenne, ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est son train. Et je suis convaincu que demain, avec ces nouvelles technologies, on saura lui donner sa régularité personnalisée par rapport au retard éventuel des trains qu'il aura pris dans la semaine, dans le mois, dans l'année. De la même manière, on a la deuxième attente du voyageur après la régularité, c'est l'information voyageur. Et on a créé, il y a quelques semaines, une application qui s'appelle SNCF Maps,
et qui a une vocation de transparence absolue puisqu'elle consiste à pouvoir permettre à tout voyageur de savoir où est son train, ce qui est l'information la plus fiable. C'est le rassurer, parce que c'est très important pour un voyageur de savoir où est son train. Il attend en gare, il sait où il est. Et puis enfin, on vient de mettre en place sur les lignes de Montparnasse, qu'on peut appeler des communautés temporaires de trains, qui permettent aux personnes qui sont un jour J dans un train de se connecter, de se rencontrer, de partager leur centre d'intérêt ou même de partager un certain nombre de services pour, par exemple, partager la voiture qui, derrière, les ramènera chez eux s'ils habitent pas loin l'un de l'autre. Très bien, merci Monsieur Krakovic. Monsieur Gatelier, chez Thales, connecter la mobilité, comment le conçoit-on? Bonjour. Chez Thales, connecter la mobilité, on le conçoit comme le fait de prendre en compte initialement et de se centrer autour des attentes du voyageur et de l'ensemble des parties prenantes de la mobilité dans la ville, en particulier les conducteurs de véhicules privés. Ce qu'on imagine à travers les nouvelles technologies de l'information et leur essor, c'est qu'à un horizon relativement proche, et on a déjà dès aujourd'hui un prototype capable de montrer ça sur l'échelle de Paris et même du Grand Paris et de toute l'île de France, on imagine qu'il doit être possible pour quelqu'un qui veut aller d'un point A à un point B, n'importe où dans une zone urbaine de grande taille, d'obtenir un itinéraire totalement personnalisé qui prenne en compte l'ensemble des moyens de transport disponibles comme des ressources. Plutôt que de faire comme on a fait par le passé, c'est-à-dire s'occuper des moyens de transport et de dire j'ai tel moyen de transport possible ou tel autre, c'est de se dire comment je fais pour aller de la Concorde à Bure-sur-Yvette le plus vite possible, de la manière la plus confortable possible, avec peut-être la plus grande économie d'énergie possible. Et donc, c'est d'utiliser l'ensemble des technologies de l'information, et en particulier la géolocalisation des véhicules, des moyens de transport communs, et de tout ce qui est à venir, y compris véhicules automatiques, pour fournir un itinéraire. Et sur la base de cet itinéraire, de suivre la personne de manière anonyme, en respectant la vie privée, les technologies existent pour ça, de la suivre tout au long de son itinéraire, de telle manière à ce que si un événement se produit, on puisse lui fournir immédiatement un nouvel itinéraire qui sera soit un itinéraire multimodal à base de différents moyens de transport, soit un itinéraire intermodal qui va impliquer des moyens de transport publics et des moyens de transport privés, y compris du covoiturage, mais pas du covoiturage comme on le fait aujourd'hui, où on s'entend a priori, même instantanément, et où on espère que la personne va respecter son contrat, sera là à l'heure, etc. Du covoiturage qu'on appelle opportuniste, dynamique, où en fonction de la connaissance des itinéraires de chacun des véhicules qu'on leur fournit, on est capable de dire dans 1 minute et demie, telle voiture va passer à tel endroit et on sait faire un rendez-vous avec un voyageur qui est dans un bus à tel autre endroit et qui se dirige là. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable. Ça veut dire, à un horizon relativement court, quelques années maintenant, fournir des itinéraires strictement personnalisés, suivre les gens en temps réel et collecter l'information correspondante pour mieux comprendre les usages de mobilité jour après jour. Alors concrètement, comment vous pouvez être en mesure de suivre et de fournir cet itinéraire personnalisé? Comment ça marche? Donc le suivi, il se fait simplement. Aujourd'hui, le sujet de la géolocalisation anonymisée des voyageurs ou des conducteurs ou de l'information sur la position de chacun des moyens de transport à partir des systèmes de conduite de moyens de transport en temps réel, c'est une notion qui est devenue relativement banale. Quand on a démarré les prototypes qu'on montre aujourd'hui, il y a 4 ou 5 ans, c'était loin d'être le cas. Donc, on a une remontée par géolocalisation de la position des voyageurs à partir du moment où ils ont accepté l'itinéraire, anonymisé. Et à partir de cette remontée, on est capable de voir s'ils suivent leur itinéraire, si les rendez-vous qui ont été pris dans le futur avec d'autres moyens de transport sont toujours valides. On va même plus loin, en réalité, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on recalcule systématiquement l'ensemble de ces itinéraires toutes les 30 secondes, parce qu'on ne se base que sur les moyens de transport qui sont en route, l'information en temps réel, et donc derrière, s'il y a un meilleur moyen de transport qui est apparu dans le système depuis le moment où on a donné l'itinéraire, on le pousse spontanément vers l'usager. Le gouvernement travaille sur l'ouverture des données de transport. Votre système est-il compatible avec une ouverture frileuse des données de transport, justement?
Alors, frileuse ou pas frileuse, je ne sais pas. Un des gros sujets aujourd'hui, c'est justement la verticalisation des données de transport. Chaque entreprise, chaque compagnie, chaque organisation fournit des solutions aux usagers qui veulent bien utiliser ces applications et puis conserve les données correspondantes. On estime, nous, que quelque part, ces données, elles appartiennent aux villes ou aux régions urbaines et qu'en tout cas, elles devraient être sous la responsabilité des autorités publiques, puisque c'est les seules pour lesquelles on peut émettre un avis sur l'usage des données, ne serait-ce qu'à travers nos bulletins de vote. Donc, quelque part, il doit y avoir une agglomération ou une possession de l'ensemble de ces données par la ville, même si après, les applications de chacun des opérateurs de transport ou de chacun des intervenants contribuent à cet ensemble de données. Mais quelque part, correctement anonymisé, l'ensemble de ces données devrait être, peut-être pas toujours en open data, mais au moins en données partagées pour les services et les usagers qui savent les utiliser. Votre système, vous le testez actuellement, je crois Alors, on est en train de d'expérimenter certaines parties de ce système à Helsinki. On va faire des expérimentations plus poussées l'année prochaine dans d'autres capitales européennes. Il se trouve qu'on participe à un certain nombre de projets européens et que c'est dans ces cadres-là qu'on teste. À Paris. On n'a pas eu la chance de pouvoir le faire à Paris pour l'instant. Paris, c'est grand, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on pourrait, c'est dommage, ce prototype fonctionne. On montre qu'il est capable de gérer 2 millions de voyageurs en simultané, en continu, sur les 41 millions de voyages par jour, qu'on sait traiter les 41 millions de voyages qu'il y a en Île-de-France par jour. Donc on espère bien qu'à un moment donné, on va être en mesure de commencer à l'expérimenter, à le mettre en œuvre, sachant que notre rôle à nous, c'est pas tellement de fournir des applications pour les utilisateurs finaux. On laisse ça aux autorités qui sont en première ligne et on fournit simplement des moyens à ces autorités. Bon, le message est lancé. Voilà. Merci Monsieur Gatelier. Jean-Pierre Frémont, connecter la mobilité, c'est aussi connecter les différents modes de transport et une énergie propre. Comment s'inscrit EDF dans cette mobilité électrique que mettent en place les collectivités? Alors, tout d'abord, il faut reconnaître que quand nous nous sommes téléphonés la semaine dernière, mais vous m'avez dit, mais que vient faire EDF dans un atelier sur la mobilité? C'est vrai. Bon, et la question se pose. Et vous y avez répondu vous-même dans votre préambule, à savoir qu'un des enjeux associés à la mobilité est bien celui de la décarbonation des villes. Je rappellerai que le secteur du transport en France absorbe 70% de nos importations de produits pétroliers et qu'à l'intérieur des 70%, la route se taille la part du lion, si je puis dire, avec 80% de ces produits pétroliers. Et que s'agissant des émissions de CO2, le secteur du transport porte pour sa part à peu près 36% en France des émissions de CO2. Donc, en réalité, EDF intervient par, j'allais dire, la voie énergétique et c'est un des enjeux essentiels qui a structuré le débat national qui a eu lieu s'agissant de la transition énergétique. Donc, si on se projette un petit peu à l'horizon 2025 et sur la mobilité électrique, puisqu'au fond, on se dit que nous avons un mix énergétique en France associant différents modes de production qui nous permet d'avoir un mode de décarbonation efficace, sécurisé et peu coûteux, rapporté à d'autres modes de production à l'international. Si on se projette, c'est un indicateur qui en vaut un autre, mais que je vous communique aujourd'hui, sur un horizon de 2 millions de véhicules électriques en France à l'horizon 2025, ça correspondra à moins d'1% de la consommation électrique nationale, c'est-à-dire la production d'une demi-tranche annuelle de centrales nucléaires. C'est pour vous dire combien l'électricité, de ce point de vue, peut apporter une valeur ajoutée dans les systèmes de mobilité électrique. Donc au fond, EDF intervient à plusieurs niveaux dans ce cadre-là. D'abord, en accompagnant les collectivités et les territoires sur une mission, au fond, de conception de schéma directeur et d'ensemblier pour ces systèmes d'infrastructure de charge. Comment imaginer un système d'infrastructure de charge qui ne serait pas, au fond, interfacé avec un réseau de distribution? Je rappelle, à titre d'exemple, que
une borne de charge accélérée sur une autoroute, c'est-à-dire une recharge en 20 minutes, c'est l'équivalent d'une puissance installée de 50 kVA, c'est-à-dire la puissance installée d'un immeuble. Bon. On voit bien donc partant de là qu'il y a des enjeux d'aménagement, de schéma directeur, de renforcement de réseau, de systèmes de bornes intelligentes qui communiquent, de systèmes d'interopérabilité. Parce que de la même façon, comment imaginer un système de mobilité électrique qui n'aurait pas de relation organique avec un système de transport public de voyageurs? Et je rejoins en ce sens parfaitement notre interlocuteur précédent. Donc ce que nous proposons, nous, c'est au fond, c'est dans le cadre d'une activité largement décarbonée, pour les raisons que je viens d'indiquer, c'est de rendre un système universel et interopérable. Avoir un schéma directeur, une planification, au fond un service public de la recharge des infrastructures électriques qui permettent à chaque constructeur, à chaque fournisseur de batteries, à chaque opérateur de bornes, à chaque opérateur de transport public de bénéficier au fond d'un soutien logistique universel, c'est-à-dire au fond accessible en termes de services publics à l'ensemble des réseaux de transport associés à cette démarche. Et nous venons d'en avoir l'expérience avec un démonstrateur à Grenoble avec le premier constructeur mondial qui est Toyota, puisque nous mettons en place un dispositif dédié à la mobilité sur le dernier kilomètre en hypercentre, qui sera interfacé pour la première fois dans le monde avec un système de transport public, donc avec un opérateur de transport public, où au fond, avec la même carte, la même monétique, le même abonnement, vous bénéficierez en temps réel de services de mobilité qui associera à la fois un TER, un tramway, une ligne de bus, un vélo et un véhicule électrique sur le dernier kilomètre. Donc ça, c'est la dimension universelle et interopérable tout simplement parce que, au fond, à quoi bon imaginer un service d'infrastructure de charge par type d'opérateur ou par type de constructeur ou par type de fournisseur. Ce que EDF est en mesure de proposer aujourd'hui technologiquement, parce qu'elle ne construit pas de véhicules électriques, elle ne construit pas de batteries, elle ne construit pas de bornes de recharge, c'est un système universel et interopérable pour l'ensemble des intervenants dans la chaîne de création de valeur sur la mobilité électrique. Alors quels sont vos projets à Paris et en Ile-de-France Alors je vais aller très vite, parce que j'étais un peu long sur la première réponse et j'ai dérogé à ce que vous m'aviez demandé. Sur Paris, pour prendre l'exemple de Paris, au fond, on parlait des collectivités locales. Quels sont les plus à même de définir l'intérêt général, le service public, la gestion des flux, la gestion de la mobilité? Ce sont bien les collectivités territoriales et c'est par hasard si nous nous retrouvons aussi ici pour ce débat à l'hôtel de ville de Paris. Bon, alors quand on parle de Paris, il faut parler Grand Paris, puisque comme vous le rappeliez vous-même, on parle d'une métropole à taille mondiale. Et de ce point de vue, je crois que l'initiative de ces rencontres à Paris dans le cadre de Smart City, à mon avis, c'est un événement important. Donc concrètement, que faisons-nous aujourd'hui à Paris, par exemple? Nous avons passé un partenariat avec la ville de Paris pour installer un système d'infrastructure de charge électrique innovant sous forme de démonstrateur qui permettra dès septembre 2015 d'utiliser les espaces réservés sur la voirie aux livraisons, d'avoir un système double qui permettra à la fois aux véhicules de livraison de se recharger électriquement pendant la journée et la nuit aux résidents qui bénéficient de ces espaces qui leur sont libérés maintenant la nuit, de pouvoir également installer leurs véhicules et les charger pendant la nuit. Donc, et ce sur 180 emplacements qui auront été déterminés par la ville de Paris. Et le tout étant, j'allais dire, interopérable et interfaçable à la fois avec le système Autolib existant de Bolloré, que vous connaissez bien, et puis les bornes de recharge du groupe Nissan qui ont été développées également en termes d'infrastructure de charge à Paris. Donc ça concerne 180 emplacements. C'est un démonstrateur intéressant puisqu'on voit bien qu'on change les usages de la ville. Nous avons de la mobilité électrique la journée pour les livraisons, pour les usages professionnels,
et la nuit pour les résidents. C'est un mode doux, c'est un mode fiable et c'est un mode peu coûteux. Je rappelle, sans aller plus loin en avant dans l'échange, que globalement, avec 1,20 €, vous faites un plein. Donc vous voyez bien que là, on est vraiment dans la rupture technologique et un changement complet et radical de paradigme. Une question au-delà des villes, comment organiser l'implantation à grande échelle de bornes de recharge électrique sur les axes rapides par exemple? Alors ça, c'est une question qui est centrale et essentielle parce que parler de mobilité électrique sans infrastructure de charge, ça veut dire que c'est voué à l'échec. Donc l'Europe a pris, si je puis dire, les affaires en main, puisque la Commission de Bruxelles a lancé un appel à projet qui vise à établir ce qu'au niveau européen on a appelé un projet corridor, en 2 mots, qui servira à l'ensemble des réseaux autoroutiers français pour assurer au sein de l'Union européenne et dans chacun des pays de l'Union européenne d'avoir un système sécurisé de bornes tous les 50 km sur des réseaux autoroutiers, afin de permettre les échanges au sein de l'Union européenne, faute de quoi les constructeurs ne s'engageront pas plus en avant dans la construction de véhicules électriques, puisque les réseaux d'infrastructures permettant la recharge n'existeront pas. J'indique au passage, c'est tellement évident que personne n'en parle, mais c'est un enjeu essentiel, et évidemment, la nature des usages diffère, puisque si vous êtes chez vous la nuit, vous pouvez charger votre véhicule durant la nuit, vous avez 24 heures. Si c'est un usage différencié, à savoir comme le partenariat que nous avons avec le groupe Auchan pour des infrastructures de charge électrique sur ces parkings, c'est bien le temps de la course, c'est-à-dire 2 heures en moyenne au sein du groupe Auchan pour les courses, donc un temps de charge de 2 heures, et puis sur l'autoroute, vous n'allez pas attendre évidemment 2 heures pour recharger votre véhicule électrique. Combien alors? Donc on vient bien à l'idée que derrière la mobilité, il y a des enjeux qui sont associés aux usages, et demain la mobilité électrique devra renverser la table, si je puis dire, et non, on ne sera plus dans un système au fond où on ira se garer pour recharger son véhicule, mais à l'inverse, où on ira au fond recharger dès qu'on se garera quelque part, quel que soit le stationnement qu'on utilisera. Donc sur les autoroutes, ce sont des charges accélérées, c'est-à-dire 15 000 € la borne, c'est une borne tous les 50 km. Pour la France, l'enjeu planifié par l'État français, c'est 5 000 bornes à minima. Et donc nous avons concouru sur cet appel à projet européen qui dans un premier temps embarquera quelques centaines de bornes sur au fond un projet qui embarque des constructeurs qui sont, je les cite, Nissan, Renault, BMW et Volkswagen. Et j'ai la faiblesse de penser que nous sommes bien placés pour être retenus dans cet appel à projet qui permettra de débuter la création d'infrastructures de charge électrique qui favorisera le développement de la mobilité électrique chez les constructeurs. Voilà. Merci Monsieur Frémont. Le temps de recharge, combien vous avez dit? Un quart d'heure, 20 minutes? En l'état actuel des technologies, et encore une fois, je vous ai parlé d'un horizon 2025 pour 2 millions de véhicules, donc 5000 bornes en charge accélérée à l'horizon 2025. C'est quand même un investissement de 200 millions d'euros. C'est un temps de charge qui est prévu de 20 minutes, mais en l'état actuel des technologies. C'est pour ça qu'il ne sert à rien d'aller trop vite en la matière, parce qu'au fond, une borne tous les 50 km, c'est ce qui a été calé. Vu l'accélération des technologies en matière de stockage de l'énergie, il n'est pas impossible que d'ici quelques années, on améliore le rendement du stockage, et donc le schéma directeur d'aménagement des bornes sera évidemment largement dépendant de la capacité des batteries à tenir ces promesses. Merci Monsieur Frémont. Augustin Romanet, connecter la mobilité, qu'est-ce que ça vous inspire? Merci, bonjour à tous. Alors, c'est d'abord un atout quand on a des infrastructures qui sont vieilles et qu'on ne peut pas moderniser parce qu'on n'a pas d'argent pour refaire des... Je prends l'exemple des aéroports, on ne peut pas reconstruire les aéroports tous les 10 ans. Donc, tout ce qui est digitalisation des services nous permet d'adapter l'utilisation de nos infrastructures aux besoins des clients sans nécessairement refaire toutes les infrastructures. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire? D'abord, il faut voir que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. En 2007,
aucun habitant de la planète d'utiliser un smartphone. Aujourd'hui, il y en a 1,3 milliard. Donc c'est quelque chose qui est tout nouveau et qui a révolutionné l'usage des transports. On estime qu'un Parisien qui commence sa journée va utiliser 5 applications en moyenne jusqu'à la première destination à laquelle il va arriver. Donc notre enjeu, il est de permettre, d'abord pour les usagers, la plus grande facilité d'utilisation de ces outils digitaux, notamment leur ergonomie. Je vais vous citer un petit exemple. Il y a quelques secondes, pour préparer l'intervention que j'allais vous faire, j'allais sur le site MyAirport pour essayer de vous expliquer ce qu'il y avait sur le site MyAirport. Et malheureusement, il était bloqué en version japonaise, parce que hier, dans mon COMEX, j'avais découvert qu'il y avait une faculté de traduction. C'est-à-dire que sur le site MyAirport, si vous faites une photographie des panneaux signalétiques que vous trouvez à l'aéroport de Paris, on peut vous le traduire dans votre langue native. Donc hier, on m'a fait la démonstration. Donc tout à l'heure, je me suis retrouvé avec mon smartphone et avec le site MyAirport en japonais. Et comme tout était en japonais, j'étais strictement infichu de le remettre en français. Je me suis donc aperçu que notre site était tout sauf convivial, puisque il ne prévoyait pas le cas du type qui, par mégarde, s'était mis dans une langue inconnue. Donc, ce qui est clair, c'est que lorsque, par exemple, nous avons décidé de faire le Wi-Fi gratuit, nous avons pensé que nous étions très en avance. Ça ne date que du 1er juillet dernier. En réalité, nous étions très en retard. Aujourd'hui, un aéroport sans Wi-Fi gratuit, c'est juste inimaginable. Donc, du point de vue des usagers, l'utilisation du digital va être cruciale parce que, en fait, ça va nous permettre de les prendre par la main. C'est-à-dire qu'au fond, notre objectif, il est d'avoir des sites Internet qui intègrent la complexité de la vie du passager et qui lui permettent, au lieu d'aller sur 5 applications dans la matinée, d'aller sur une seule et d'être orienté sur la bonne application. Il faudrait que, quand vous allez sur le site Aéroport de Paris, vous soyez directement orienté vers le site qui vous dit à quelle heure vous aurez le bon RER, ou alors à quelle station de taxi vous aurez des taxis qui seront disponibles. Ensuite, l'idéal, ça serait de retenir que la fois dernière, vous avez été acheter une bouteille de whisky Lagavulin au terminal 2F, et que donc, comme cette fois-ci, on a 25% de réduction, il faut qu'on vous le propose. Et donc, on vous dise de passer plus rapidement le poste d'inspection filtrage pour avoir le temps d'acheter votre bouteille de whisky à moins 25%. Et ainsi de suite. Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que pour nous, commerçants, la digitalisation de l'économie va nous conduire à 2 choses. D'une part, attirer le client pour qu'il soit le plus coucouné possible par toutes les applications qu'on va lui préparer, mais les intégrer. Et puis, naturellement, comme notre vocation mercantile est de gagner de l'argent, ensuite, de lui faire dépenser le plus d'argent possible, de façon la plus amicale possible. Bon, ça c'est du point de vue du passager. Je suis un peu provocateur, mais je pense que vous comprendrez que c'est pour simplifier le propos. Deuxièmement, du point de vue de l'exploitant, le digital va nous permettre d'optimiser l'adéquation des services au trafic. Par exemple, sur les postes d'inspection filtrage, si nous avons trop d'agents qui sont là pour fouiller les personnes, ça nous coûte très très cher. Si nous n'avons pas assez d'agents, ça génère des files d'attente qui sont insupportables. Donc, avec des mécanismes de détection avancés du volume de trafic, des caméras sur les autoroutes, d'accès aux aéroports, ou des e-beacons aux endroits stratégiques qui sont dans l'aéroport. Vous savez, les e-beacons, c'est ces petites stations qui vous permettent d'envoyer des signaux sur les smartphones des gens et de récupérer leur comportement. Nous allons pouvoir optimiser l'utilisation l'équipement de nos infrastructures en humain de façon à mieux gérer les flux. Donc, en réalité, nous sommes au tout début de cette histoire de la connectivité, de la mobilité. Et la dernière étape, dont je ne veux pas parler ici parce que c'est une étape qui va fâcher, c'est évidemment l'étape de la valorisation marchande, de la collection d'informations que nous allons récupérer, puisque avec toutes ces informations sur les déplacements des personnes, sur leur comportement de transport, de commerce, etc., nous allons acquérir une certaine richesse, et il s'agit de savoir à qui va profiter cette richesse. Mais ça sera l'objet d'un autre débat de la tribune. Monsieur Billot, est-ce que vous pouvez faire passer le deuxième micro, s'il vous plaît, à Monsieur Dromanet? Voilà, merci. J'ai une deuxième question, Monsieur Dromanet. Les aéroports parisiens, donc Charles de Gaulle et Orly, connectent une
multitude de mobilités différentes, les passagers aériens qui prennent ensuite un transport terrestre, ou les gens qui vont travailler sur les plateformes. L'accès aux aéroports est donc crucial et souvent décrié. Comment peut-on l'améliorer? Alors, l'accès aux aéroports est décrié à juste titre parce que personne n'a suivi les préceptes des théoriciens des aéroports dans les années 30, dont j'ai retrouvé des écrits qui expliquaient que quand on fait un aéroport, la première chose qu'il faut faire, c'est une voie d'accès rapide et directe, de préférence par voie ferrée. On a fait ça ni pour Orly, on a fait le Val, mais qui était avec une rupture de charge, ni pour Charles de Gaulle. Donc c'est une tragédie. Et donc, j'ai eu l'occasion encore récemment de le dire au maire de Paris. Aujourd'hui, si vous arrivez le 17 janvier 2014 à Paris, à Charles de Gaulle, à 10h du matin, vous ne pouvez pas accéder à la capitale. Pourquoi? Parce qu'il y a un camion de produits chimiques qui s'est renversé sur l'autoroute A1, qui bloque l'autoroute A1, et que le RER B est bloqué en bas d'un talus, et qu'il faut 4 heures pour le remettre en marche. Donc, s'il n'y a pas de liaison supplémentaire pour desservir Charles de Gaulle, cette plateforme ne sera pas exploitable en 2025. Dieu soit loué. Les pouvoirs publics ont débloqué le système. D'une part, Jean-Marc Ayrault, en lançant les lignes du Grand Paris, en annonçant qu'on allait construire la ligne dont je ne me souviens jamais du numéro, je crois que c'est la ligne 17, qui va aller donc du nord de Paris jusqu'au Mesnil-Amelot. Ça va être une ligne de cabotage, 17, qui va aller donc jusqu'au nord de Roissy, qui va être la ligne du quotidien. Et normalement, cette ligne devrait être en activité en 2023-2024. Première ligne. Deuxième ligne, la ligne Charles de Gaulle Express, 4 trains par heure, 20 minutes, pas d'arrêt, qui est une ligne qui va permettre aux touristes de voyager dans un véhicule sans qu'il y ait des gens qui montent et qui descendent toutes les 5 minutes en les bousculant et en leur assurant une sécurité du trafic. Donc cette ligne Charles de Gaulle Express est également en marche. Je ne vais pas trop développer parce que ça serait trop long. Pour Orly, nous avons également 2 bonnes nouvelles. D'abord, la ligne 14 arrive à Orly en 2023. Et deuxièmement, Orly va desservir ou être desservi par le plus grand cluster de recherche scientifique en Europe, qui est le plateau de Saclay, qui est aujourd'hui au milieu de nulle part et qui, à ce titre, est très handicapé. Et en 2023, il sera desservi par un métro rapide à Paris, en passant par Orly. Donc, le vœu que nous devons faire, c'est que du drame que représente aujourd'hui l'accès aux aéroports de Paris, on en vienne en 2023-2024 à une situation de capitale européenne exemplaire. Dernière question très rapide. Comment, c'est la même question que pour la SNCF, comment les aéroports parisiens s'adaptent-ils au développement des nouveaux modes de transport routier comme l'autopartage? Est-ce que vous allez mettre des bornes partout dans vos parkings? Alors, pour le moment, la situation est assez catastrophique dans la mesure où l'accès de nos aéroports est éthique, sans H. C'est-à-dire que quand vous allez au 2E, par exemple, vous avez une toute petite voie que l'on doit aujourd'hui partager entre les gens qui accompagnent mais qui ne s'arrêtent pas, les gens qui vont au parking et qui s'arrêtent, et puis les chauffeurs de taxi qui déposent les gens. Donc vous avez vu qu'on tâtonne. On a essayé de mettre une voie avec un parking, avec une faculté de stationner pendant 10 minutes gratuitement, et puis au bout de 10 minutes, ça devient très très cher. Bon. Force est de constater que, quels que soient les efforts que nous faisons, pour le moment, ça n'est pas satisfaisant. Donc, nous avons un projet d'améliorer le système des loueurs de voitures, parce qu'aujourd'hui, nous avons des bases arrière de loueurs de voitures qui sont réparties un peu partout, et le système est mal organisé au point que quand vous arrivez dans un terminal, il vous faut facilement 45 minutes pour obtenir votre voiture. Bon, donc on est déjà en train d'essayer de regrouper tous les parkings des loueurs dans un seul endroit, quitte à ce que les gens aillent un peu plus loin pour chercher leur voiture. Bon, on a déjà un problème de loueurs. Vous verrez, ça va s'améliorer d'ici 6 mois. Alors on n'en est pas du tout encore à l'autopartage. On est d'autant moins à l'autopartage qu'on doit gérer la profession des taxis, qui nous regarde d'un œil torve et mauvais dès que l'on favorise toute chose qui ne s'appelle pas chauffeur de taxi. Bon. Donc, il y a un problème de pédagogie qui consiste à expliquer aux chauffeurs de taxi que ce n'est pas parce que l'assiette du voisin se remplit, de toute façon elle va se remplir, que ça va vider la leur. Ça, c'est un travail de longue haleine. Donc, si vous voulez,
ce sont des manifestations comme celle-ci qui nous font toucher du doigt à quel point on doit plus se préoccuper, par exemple, de l'installation de kiosques pour faciliter l'autopartage. Mais je dois confesser humblement devant vous qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui n'a jamais été abordé dans notre COMEX, et je pense qu'il faudra qu'il le soit. Très bien, merci monsieur. Étienne Guyot, quelles sont les attentes des entreprises d'Île-de-France en termes de mobilité? Bonjour, les attentes, elles sont très très grandes, vous vous en doutez. Juste un tout petit rappel, la production, le commerce, le service, l'industrie sont intrinsèquement liés à la notion de mobilité. La mobilité, ce n'est pas une cerise sur le gâteau en plus, c'est la condition fondamentale de ces activités. Ce qui veut dire que pour les entreprises, la mobilité, elle est spatiale, aller d'un point à un autre et relier des points qui ne le sont pas aujourd'hui. Elle est temporelle, c'est y aller le plus vite possible. C'est la circulation des personnes, c'est aussi la circulation des informations. Donc l'attente des entreprises en termes de mobilité, c'est une attente fondamentale parce que la mobilité est une condition nécessaire et absolue pour l'installation d'une entreprise, pour son fonctionnement quotidien et pour son développement. Première attente, parce qu'elle est la plus importante et la plus significative en chiffres, c'est sur le plan des relations domicile-travail. 30% des déplacements en Île-de-France concernent les relations domicile-travail, 50% de ces déplacements domicile-travail se font par des transports en commun. Donc pour un chef d'entreprise, être sûr que les gens seront présents dans l'entreprise le matin à telle heure, et pour le salarié, être sûr de pouvoir être à l'heure dans son entreprise, ça paraît tout simple, mais c'est quand même un vrai sujet qu'on rencontre dans notre région, dans un certain nombre de situations. Donc, première attente, domicile-travail, c'est avoir des modes de déplacement cadencés, sûrs, qui s'arrêtent à des heures données, à des endroits donnés, fiables. Et de ce point de vue-là, par exemple, le Grand Paris Express, ce nouveau métro automatique, est un instrument formidable de fiabilité. Deuxième attente, pour les entreprises, c'est l'accès aux grands équipements. Augustin évoquait les aéroports. C'est évident que ce type d'infrastructure est absolument incontournable. Pour ce qui concerne, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, vous prenez le parc des expositions ou les parcs de Villepinte ou de la Porte de Versailles, qui ont un rôle déterminant dans l'économie régionale et nationale. Là aussi, pouvoir être sûr que les exposants accueilleront des visiteurs et qu'on n'attendra pas 45 minutes sur le trottoir, sur le quai du parc de Villepinte pour pouvoir attraper un RER, c'est déterminant. Enfin, troisième attente, c'est l'accès aux pôles économiques, aux pôles de recherche, donc au développement d'une vie économique intégrée. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire que l'attente des entreprises, il ne faut pas opposer l'attente des entreprises et l'attente de la vie quotidienne, ou le développement économique et la vie quotidienne, ça n'a pas de sens. La relation domicile-travail, c'est la vie quotidienne, et c'est la vie quotidienne de la très grande majorité des habitants de cette région. Donc elle est plurielle, cette attente, elle est instante, c'est-à-dire que quand le Premier ministre annonce l'accélération de la construction de 3 lignes du Grand Paris Express, toutes les entreprises applaudissent des deux mains. Et cette attente, elle est d'autant plus forte et d'autant plus légitime, je dirais, que les entreprises d'Île-de-France paient plus de 47% du fonctionnement des transports en commun de la région et qu'elles paient la très grande majorité de l'investissement. Quand vous regardez par exemple les ressources de la Cité du Grand Paris, plus de 500 millions d'euros par an, ce sont les entreprises qui sont le contributeur principal. Donc les attentes sont très, très importantes. Étienne Guyot, quel rôle les gares doivent-elles jouer selon vous dans la connexion de la mobilité? La gare, c'est d'abord un point de départ et un point d'arrivée. C'est tout simple de dire ça, mais de ce fait, la possibilité d'implanter des entreprises ou des activités à proximité des gares, elle est déterminante. Avoir des gares qui ne seraient entourées que de logements, ça n'est pas satisfaisant du point des entreprises parce qu'il faut de la mixité et il faut pouvoir profiter de l'implantation de nouvelles gares, puisqu'on va avoir 69 nouvelles gares en Île-de-France, pour implanter des activités. Donc la gare, elle est point d'arrivée, point de départ. La gare, elle est naturellement
nœud, connexion. Alors, connexion entre modes, différents modes lourds, mode doux, et la qualité de la connexion, ce qu'on appelle l'intermodalité, le temps de correspondance, la possibilité de choisir plusieurs parcours, ça c'est absolument déterminant. Mais la gare, elle n'est pas que ça. La gare, elle doit être lieu de développement économique elle-même. L'idée que développe la Société du Grand Paris, et qui me rappelle une vie passée qui n'est pas si lointaine, c'est que la gare, elle doit accueillir des commerces, des services, des aménités, de façon à ce qu'elle devienne le lieu d'une nouvelle centralité économique et de vie quotidienne. Et la vie quotidienne, elle est totalement faite pour les entreprises aussi et par les entreprises. Donc la gare, elle va permettre la connexion du point de vue physique des personnes, mode de transport. Si vous prenez la dimension numérique, c'est absolument déterminant. La loi a prévu de façon très intelligente en 2010 qu'il fallait profiter de la création, par exemple, des infrastructures du Grand Paris Express pour faire passer les équipements nécessaires à la création du très haut débit, ou à l'équipement en très haut débit. Le fait que vous ayez sur ce Grand Paris Express un puits de sortie et d'évacuation tous les 800 mètres va permettre d'irriguer le territoire en infrastructure numérique et permettant, je me place du point de vue des entreprises, à des PME, des TPE d'avoir accès à des services numériques qui aujourd'hui sont réservés à un certain nombre de grands groupes parce que ça coûte trop cher. Donc la dimension aménagement du territoire avec la gare, avec le réseau, elle est très importante pour les entreprises. Et puis dans les gares et sur le réseau, vous allez trouver des services, vous allez trouver des data centers, pouvoir avoir des endroits de collecte de données qui seront ensuite partagés, qui seront utilisés, à commencer par les entreprises, mais aussi par les citoyens, c'est très important. Le fait d'avoir des espaces de coworking dans un certain nombre de gares, où vous pourrez, entre, j'allais dire, deux trains ou deux modes, vous installer et travailler, ça ne pourra pas se faire partout, mais c'est quelque chose d'extrêmement intelligent. Merci, Monsieur Guyot. Nous avons un peu de temps pour prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et n'hésitez pas à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Hervé Mathiazin, donc créateur d'une start-up qui s'appelle SmartBat EV et qui propose justement une possibilité de charger des véhicules électriques off-grid. Donc j'ai bien apprécié votre intervention, hein, Monsieur Frémont. Ce que je propose en fait, c'est justement de ne pas dépendre des procédures byzantines de RDF pour le raccordement au réseau, qui sont quand même assez longues. Il faut savoir que Tesla en France a perdu 1 an et demi à peu près dans son développement par rapport aux autres pays européens, par justement à ce rapport connexion réseau. Donc moi j'aimerais bien savoir comment vous pouvez répondre rapidement à ce besoin urgent des bornes de recharge. La solution s'en passe puisque c'est des batteries spécifiques pour recharger des véhicules électriques. Il faut vraiment qu'il y ait un gros travail, un focus group pour accélérer l'installation des bornes de recharge. Parce que je sais bien qu'il y a des études à chaque fois sur réseau, sur le plan de charge, etc. On ne va pas accélérer donc la prise en charge des besoins du marché pour faire des bornes. Merci. Non, mais votre question est essentielle. On revient sur le sujet des infrastructures. Je parle sous le contrôle de mes amis de RDF qui sont dans la salle. Hein. Il y a des conflits d'intérêts aussi, puisque M. Guyot parlait des data centers. Aujourd'hui, nous sommes très attractifs pour les investisseurs internationaux du fait de la qualité de la sécurité de notre réseau de distribution électrique. Mais installer un data center, c'est de mémoire l'équivalent d'une puissance installée de 20 MW, c'est-à-dire une ville moyenne. Et je vois Jean-Luc Achard au fond de la salle, je crois qu'il doit y avoir à peu près de mémoire 55 dossiers de demande internationale de renforcement de réseau pour permettre l'installation de data centers. C'est un des sujets d'attractivité économique du Grand Paris. Alors pour revenir à votre question, il est clair que je pense que ce qui est très important, c'est de planifier, de structurer ce que commence à faire l'Union européenne et ce que l'État français pourrait faire en lien avec les collectivités locales. Je pense qu'il est important que ce ne soit pas le produit exclusif
d'initiatives privées ou publiques qui génèrent au fond un schéma d'aménagement et de planification d'infrastructures de charge, puisqu'on va perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc il faut qu'à l'intérieur, la réponse est qu'à l'intérieur des discussions qui ont lieu avec les concédants, je rentre un peu dans la tringlerie, pardonnez-moi, des autorités concédantes et les concessionnaires, c'est-à-dire ERDF en l'occurrence, il y a une stratégie de planification d'implantation d'infrastructures de charge. Bon, on l'a fait par exemple en milieu rural, je vous donne un exemple opposé au monde urbain. Le syndicat départemental de la Vendée a décidé de faire des infrastructures de charge de bornes électriques en milieu rural un enjeu stratégique du renouvellement de la concession avec ERDF. Ben aujourd'hui, c'est parti. Bon, je pense que c'est un sujet sur lequel la ville de Paris, incontestablement, et le Grand Paris, si on veut prendre l'acception métropolitaine, devrait se plancher pour planifier, par exemple, dans le cadre de la ville de Paris et du CIPEREC, une planification, un schéma directeur d'aménagement d'infrastructures de charge pour qu'on ne perde pas de temps, parce que le temps perdu, vous avez raison de le dire, c'est aussi la remise en cause du projet lui-même. Est-ce qu'il y a une deuxième question? On peut peut-être libérer M. Krakovic qui a une urgence. Merci à vous, M. Krakovic. Hi, bonjour, merci. La question n'était pas pour M. Krakovic. Ah non, merci. Non, merci, bonjour monsieur, merci pour le débat là. Je m'appelle Raoul Timoine, Finance Strategy. Juste une question, est-ce que vous pouvez faire, par exemple, dans les prochains jours rapides, des arrondissements pilotes écologiques avec Energy Green, avec tout ce qui est sans voiture, sans truc, comment l'humain il commence à s'adapter avec les outils Smart, Green, 2, 3 arrondissements à Paris pour qu'il y aura une identité, une image, un leasing, une vitrine pour les touristes et pour les gens qui vont commencer à toucher ces outils-là en 2025. Merci. Je m'y colle, allez. Bon, d'abord, Paris, c'est 2 millions d'habitants, hein, 2,3 millions d'habitants, c'est-à-dire que c'est un grand quartier. Moi, je pense qu'encore une fois, ce qui importe, c'est la dimension métropolitaine de l'ensemble, au niveau de la gestion des infrastructures, de l'ensemble des infrastructures, quelle que soit la nature des infrastructures. Et effectivement, les grands travaux du Grand Paris seront l'occasion aussi de renforcer d'autres réseaux d'infrastructures, comme M. Guyot l'a indiqué. Bon, à partir de là, je pense que l'appel à projet qui a été lancé par le maire de Paris il y a quelque temps doit permettre de répondre à la question que vous posez, à savoir au fond, est-ce qu'on peut démultiplier les démonstrateurs et les clusters? Bon, pour ce qui concerne EDF, nous venons de contractualiser par exemple avec Vinci, le groupe Vinci, qui est exploitant de parkings souterrains, les parkings étant eux-mêmes un enjeu structurant de la gestion de la mobilité, hein, par les capacités de stationnement. On va concevoir, réaliser et exploiter l'ensemble du réseau d'infrastructures de charge de bornes électriques qui permettra à n'importe quel client de pouvoir s'abonner, de pouvoir programmer sa recharge et ensuite être facturé dans le cadre de Smart City et du projet Vinci Ville de Paris. Voilà. Mais ça embarque évidemment beaucoup plus d'acteurs que le groupe EDF lui-même, quelles que soient les activités dont on parle. Madame. Bonjour. Je dirige une association elle s'appelle Tempore Vocalis et elle a pour objectif de promouvoir la musique vocale contemporaine, c'est-à-dire des compositeurs et des interprètes qui sont encore vivants et qui vivent aujourd'hui parmi vous et parmi nous. Depuis 20 ans, je vis en France et je remarque toujours qu'on rénove des orgues, on rénove des salles. Mais pour l'art vivant, on ne pense jamais. L'artiste, malgré qu'il a étudié 20 ans, malgré qu'il a étudié autant qu'un médecin, autant qu'un professeur, il a Bac plus 5, il n'est pas rémunéré. Il peut toujours chanter gratuitement. Je veux dire aussi que Rossini et Mozart, dans ses premières œuvres, ils n'étaient pas acceptés, ils étaient sifflés. C'est vrai que la musique contemporaine française n'est pas facile à écouter aujourd'hui. Mais dans 20 question, ans, madame, vous, plaît, vous tous, que vous êtes dirigeants des grandes entreprises, que vous avez des comités d'entreprise, que vous avez un budget de soutenir mon association pour promouvoir la musique française en France et à l'étranger.
S'il vous plaît, laissez-moi votre carte pour pouvoir Merci, entamer une madame. conversation On est et un peu éloigné de la vous me mobilité. sponsorisez. Voulez-vous, s'il vous plaît, je suis là. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Madame, ça sera la dernière hélas, puisque nous avons dépassé le timing. Je vous remercie. Madame Seil, Société C'est sur la Locomotion. mobilité. Pardon? C'est sur la mobilité, oui, Parfait. effectivement. Ma question s'adresse à le président de... Pardon? Plus près du micro? Pardon. Ma question s'adresse à Monsieur Frémont et à Monsieur De Romanet. J'ai cru comprendre que vous travaillez énormément sur la mobilité et je voulais savoir au sein de vos entreprises, qu'est-ce que vous effectuez? Est-ce que vous avez des véhicules d'autopartage pour vos employés, notamment? Alors, moi, je ne vais pas vous dire des choses qui n'existent pas encore. Ce que je vais simplement vous dire, c'est que lorsque j'ai été nommé aéroport de Paris, je suis réservé dans un siège qui était boulevard Raspail. Et j'avais bien l'intention de garder mon siège boulevard Raspail, c'est beaucoup plus confortable pour tous les gens qui habitent Paris. Puis au bout de 3 mois, je me suis aperçu qu'en fait, l'entreprise croyait qu'elle était au service des clients, mais elle n'était pas du tout au service des clients parce qu'elle n'était pas au milieu de l'aéroport. Donc on a décidé de mettre notre siège à Charles de Gaulle. Et pourquoi j'ai voulu mettre le siège à Charles de Gaulle? C'est parce que j'ai observé que sociologiquement, l'entreprise n'avait pas soutenu la ligne Charles de Gaulle Express, ce qui est une ânerie profonde. Donc maintenant, tous mes collaborateurs sont d'accord pour Charles de Gaulle Express, évidemment, parce que comme fin 2016, on va se carapater tous les matins là-bas. Bon, c'est pareil pour l'autopartage. Aujourd'hui, on n'a pas du tout besoin de développer l'autopartage pour nous. Donc on n'y pense pas pour les autres, parce que les humains sont spontanément égoïstes. Bon. Maintenant qu'on va se trouver là-bas, on va être ravis de réfléchir à l'autopartage, pour nous et pour les autres. Donc c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est un peu une boutade ce que je vous dis, mais le fait d'avoir notre siège au milieu des 200 000 personnes qui viennent tous les matins prendre l'avion là-bas, va, je pense, beaucoup stimuler une réflexion qui existe déjà dans l'entreprise, parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a beaucoup de collaborateurs formidables qui... Par exemple, l'application MyAirport est une application magnifique qui vous permet d'accéder très facilement à beaucoup d'informations sur les avions. Vous avez en temps réel les reports de départ, les dates d'arrivée des avions qui arrivent à Paris, etc. Enfin, voilà. Donc, pour le moment, nous réfléchissons à tout ce qui peut améliorer la vie de nos collaborateurs avec le télétravail, le transport par toutes sortes de moyens adaptés. Et l'autopartage fera partie de ces sujets-là. Mais je vois que dès à présent, il y a un certain nombre de tweets qui ont repris mon expression, pas forcément perçue comme très amicale vis-à-vis des conducteurs de taxi, mais ça n'était pas du tout une agression contre les conducteurs de taxi. C'est juste une donnée de fait qui est que nous sommes comptables du fait qu'ils soient heureux dans nos aéroports. Et parmi les conditions de leur bonheur, il y a le fait que nous traitions tous les modes de transport sur un plan d'égalité avec la pédagogie qui va bien. Allez-y, monsieur Frémont. Oui, rapidement, je pense qu'effectivement, il y a peut-être deux questions. Il y a celle de la mobilité électrique et puis il y a celle de l'autopartage. On peut faire de l'autopartage sans mobilité électrique. Alors, deux initiatives que je cite rapidement. Sur la mobilité électrique, le partenariat passé entre EDF et le groupe RATP pour qu'à terme, 100% des véhicules roulants de la RATP à haut niveau de service évoluent en mode électrique. Donc c'est un gros programme de R&D qui impactera évidemment les réseaux de distribution, le renforcement des stations, des sous-stations. Enfin, on a un gros enjeu au moins sur les transports publics, et notre collègue de la SNCF est parti, mais pour rendre les modes de transport public de voyageurs électriques. Et puis sur l'autopartage, une initiative que je tiens à souligner parce on vous parlez de flotte d'entreprises au fond, comme il existe des flottes de collectivités locales ou d'établissements publics. On a une expérience avec l'établissement public de Paris-Saclay, puisque comme il a été rappelé tout à l'heure par les intervenants, c'est un désert de transport, donc on va y
consacrer une grosse partie des enjeux stratégiques de notre pays en matière de R&D et de formation. EDF y prendra sa part avec un campus et un investissement de 150 millions d'euros. Mais globalement, à part la marche à pied et le dos de mule, il n'y a pas beaucoup de moyens de mobilité pour le coup. Et donc on a imaginé un système d'autopartage électrique avec les collectivités locales, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des universités et l'ensemble des établissements de recherche, un système commun à l'ensemble de ceux qui interviendront d'une manière ou d'une autre sur le plateau de Saclay, un système d'autopartage en mobilité électrique dont un pilote sera positionné dès l'année prochaine au pied de l'école polytechnique. Voilà, pour 2 initiatives Grand Paris. Merci monsieur. Merci à vous, cette table ronde terminée.